Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier D organisé avec Desjardins, donc évoluer vers un modèle d'affaires durable. Mon nom est Roxane Classen, je suis directrice expérience client au réseau Mentorat et je serai votre animatrice ce matin. Merci d'être avec nous en si grand nombre. J'espère que vous profitez bien du rendez-vous réseau Mentorat qui a commencé la semaine dernière. J'espère que vous avez été inspirés par nos différentes conférences jusqu'à maintenant et que vous avez aussi fait des rencontres intéressantes. Parce qu'on a du réseautage intelligent qui se passe tout au long du rendez-vous Réseau Mentorat. D'ailleurs, après notre segment, nous aurons une portion réseautage structuré présentée par Desjardins sur quelle est la responsabilité des entrepreneurs face à l'environnement en 2021. Donc, j'espère que vous resterez avec nous pour cette activité. Maintenant, je passe tout de suite à la présentation de notre conférencière invitée ce matin, donc Céline Jupeau de l'entreprise Cotmo. Céline est architecte d'intérieur et designer de formation. Elle a fait ses études entre le Canada et la France. Pendant sa maîtrise en gestion de projet d'aménagement à l'Université de Montréal, elle a cofondé le Festival Bellastock Québec, un festival d'architecture expérimentale ayant pour thème le réemploi et la collaboration. Et elle a ensuite fondé son entreprise Cotmo, une entreprise certifiée B Corp, qui a pour mission de transformer radicalement l'industrie des objets promotionnels. Elle est passionnée de design et de développement durable et elle est convaincue que ces deux domaines sont la clé pour bâtir l'avenir. Céline, on est très, très contente de t'avoir avec nous ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, Céline, je pense que les gens sont ici pour une bonne raison. On entend parler beaucoup de responsabilité sociale des entreprises, de B Corp, on vient de le dire, vous êtes certifié B Corp, d'économie circulaire et évidemment d'environnement. Mais comme entrepreneur, là, on a déjà plein de choses à gérer. C'est un tourbillon de la gestion des ressources humaines, les finances, les clients, les fournisseurs. Est-ce que ça peut être un peu compliqué de s'embarquer dans un modèle d'affaires durable en plus? Je pense que ce n'est pas en plus, je pense que c'est indissociable de s'embarquer là-dedans, de comprendre en fait comment nos finances, comment notre gouvernance d'entreprise, comment l'offre qu'on amène à nos clients, à la société, en fait, elle doit intégrer les aspects environnementaux et sociaux. Donc, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un ajout, comme quelque chose de compliqué, qu'on se dit par où c'est comme... Il faut que ce soit intégré à même... les valeurs, à même la réflexion qu'il y a derrière ça. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui par rapport à aussi, moi, l'expérience que j'ai eue là-dedans, comment je l'ai intégré. Puis, je pense que c'est un peu ça que je vais vous partager aujourd'hui. Oui, bien c'est ça. Il ne faut pas voir ça compliqué. En fait, c'est une nouvelle façon de faire les affaires, tout simplement. Donc, justement, tu vas vulgariser ça, tu vas simplifier ça avec nous ce matin. Tu vas donner des clés de succès parce que tu l'as vécu, tu vas parler de ton expérience et on va même aussi faire réfléchir nos participants ce matin. Oui, en effet, mais c'est ça, d'essayer d'interagir. Je pense que la meilleure chose à faire en voyant ça, c'est de discuter avec du monde, c'est de partager des expériences, de partager des connaissances. Puis, tu le dis, on a l'impression que c'est un peu nouveau, mais en fait, depuis toujours, on aurait dû bâtir depuis toujours des entreprises qui intégraient ça à même leur core business, là. Donc, j'espère que le plus on est à commencer à réfléchir à ça, puis moi, je pense que c'est une grande responsabilité, surtout des nouveaux entrepreneurs qui arrivent sur le marché et qui créent quelque chose, maintenant ne peuvent plus ne pas y penser. Parce que je pense que sinon, tu te trompes. Et puis, c'est quoi ta responsabilité d'entrepreneur? Je pense que c'est une grande question aussi à se poser. Oui, ça va vraiment de soi. Et avant qu'on rentre dans le contenu, quelques petits messages. Premièrement, c'est un atelier qui est enregistré, donc il sera disponible dans la médiathèque de Peer Connect dès demain. Vous recevrez donc l'information par courriel. On va aussi avoir une période de questions, donc les 15 minutes avant la fin. Fait que tout au long, si vous voulez poser vos questions via le clavardage, nous, on va pouvoir y répondre à la fin. Céline est là vraiment pour ça ce matin. Et je le répète, c'est un atelier interactif. On l'a mentionné via le clavardage. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos caméras. On va tomber même en discussion de sous-groupe tantôt. Vous allez pouvoir ouvrir vos micros aussi à quelques reprises. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras. Ça va être beaucoup plus intéressant pour Céline et moi, mais aussi pour tout le groupe de gens qui sont là ce matin. Alors, peut-être, Céline, qu'est-ce que tu en penses pour lancer ce thème-là? On lancerait une question aux gens, un petit sondage? Oui, c'est une super bonne idée de lancer une petite question pour voir un petit peu aussi, sentir le pouls de la salle. Je veux juste préciser avant,
je suis à mon bureau. Donc, nous, on est manufacture, là, donc on est en présentiel. Il y a un atelier derrière. J'ai des collègues qui travaillent. Ça se peut qu'il y ait parfois des petits bruits de machines. Donc, je m'excuse d'avance, mais c'est la réalité d'entrepreneur. Là, il faut qu'on continue à travailler puis à produire. Et on se rend compte qu'on s'approche drôlement de Noël. Et donc, avec votre entreprise, qui vous êtes dans des outils promotionnels fabriqués au Québec, je dois le dire, sont magnifiques. Je connaissais Cotemo un peu avant de te connaître et j'adore. Donc, vous êtes vraiment dans, on peut le dire, un rush de Noël. Donc, on comprend très, très bien ta réalité. Parfait, merci. Céline, sans plus attendre, je lance le sondage à nos participants. Donc, on vous pose la question, quel est l'aspect le plus difficile à intégrer, selon vous, dans un modèle d'affaires durable? Donc, est-ce que c'est l'environnement, le côté social, le côté économie ou une saine gouvernance? Donc, on vous laisse répondre pendant quelques instants. Puis Céline, on va pouvoir commenter ces résultats-là. J'ai hâte d'avoir un peu ton avis là-dessus. Donc, on continue de répondre. On a à peu près la moitié des participants qui ont répondu jusqu'à présent. On sent que le côté économique, ça semble la chose la plus difficile jusqu'à présent, l'aspect économique. Mais il y a quand même un aspect, il y a quand même là, ça commence à monter un peu plus économique, mais il y a quand même un aspect assez équitable dans tout, là, dans ce qu'on voit aussi, là, avec avec l'environnement. C'est intéressant. Donc, effectivement, je vais terminer le sondage ici. Donc, on va voir, je vais partager à l'écran les résultats. Donc, vous voyez effectivement l'aspect économique suivi de l'aspect environnement, là, semble, et même au coude à coude, en fait, avec l'aspect social. Donc, tout le monde a comme une opinion un peu différente. Alors, on va pouvoir en discuter. Céline, je vais te laisser justement aborder un des premiers contenus, donc les bases du modèle d'affaires durable. C'est quoi déjà un modèle d'affaires durable? Alors, je te laisse aller. Parfait. Donc, merci. En effet, c'est intéressant de voir que justement, l'aspect économique est celui qui est le plus, qui a le plus marqué, qui marque les gens dans la salle. C'est intéressant parce que finalement, c'est, je pense, un grand a priori qu'on a que ça coûte plus cher d'intégrer ça. Et je pense que si on le voit sur le long terme, c'est pas finalement plus cher que ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran pour commencer la discussion. Donc là, Roxane, tu peux me dire si tout fonctionne sur... Oui. Parfait, je vais mettre ça en mode plein écran. Tout est beau? Parfait. Oui, tout à fait. Super. Donc, des outils pour monter un modèle d'affaires durable. Donc, ce qu'on va partager aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience à moi. Et dans une industrie dans laquelle je suis, je pense qu'il y a plein de façons de monter sûrement un modèle d'affaires durable. Puis c'est pour ça aussi que c'est important d'en discuter. On va voir un peu par où commencer. On va discuter, comme disait Roxane, des meilleures pratiques, des défis, avoir de l'interaction, un retour ensemble, puis quelques trucs et astuces aussi à la fin pour aller plus loin. Donc, ce qui est important de remettre en perspective quand on parle de développement durable, c'est la définition du développement durable, qui est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures et de répondre aux leurs. Donc, je pense que ça, c'est super important parce que c'est vraiment, en intégrant ça dans notre modèle d'affaires, on est capable de le voir bien plus loin que les 5 prochaines années. On est souvent parfois dans une réflexion un peu à court terme. On le voit dans beaucoup de choses de notre vie. Et moi, c'est comme ça que je pense Cotemo, c'est comme ça que j'essaye de le monter, en tout cas, et de me dire, c'est quoi l'impact de Cotemo dans les 40 prochaines années? Ça paraît tellement loin, mais finalement, c'est notre responsabilité en créant une entreprise dans notre société de savoir son impact, ça va être quoi dans 40 ans. Quand on parle d'un modèle d'affaires durable, je pense que dans la salle, il y en a sûrement qui connaissent aussi le business model Canva, mais finalement, c'est comment on intègre toutes ces sphères-là, mais dans ce modèle, en fait, qu'on apprend souvent quand on démarre notre entreprise, là, qu'on peut voir dans les accélérateurs, incubateurs, un petit peu partout, sur notre proposition de valeur, sur nos clients, sur nos canaux de distribution, sur nos activités, sur nos partenaires. Donc, comment on vient intégrer à titre égal autant l'aspect économique, social et environnemental. Puis c'est ça qui est important, c'est ces 3 aspects-là, puis c'est la base aussi de B Corp, c'est comment ces 3 aspects-là sont égales, sont sur le même plan finalement,
Puis c'est quand on arrive à atteindre quelque chose d'équitable entre ça qu'on arrive à une durabilité, à quelque chose qui est pérenne. Donc, c'est vraiment les premières choses. Puis, j'aurais aimé ça un petit peu savoir, on parlait de la discussion de groupe, là, un peu savoir si dans la salle, il y en a, vous voulez partager une initiative ou une entreprise que vous admirez qui adopte un modèle durable, puis pourquoi. Puis, on pourrait déjà commencer une discussion là-dessus pour voir si tout le monde un peu est au même, comprend à des exemples, puis on peut partir de ces exemples-là. En attendant que les gens se prononcent. Ah, puis là, ben, je vois quelqu'un voler ma réponse. J'allais mentionner mon initiative. Moi, j'allais parler peut-être de l'entreprise Loop. Et je vois quelqu'un le mentionner dans le clavardage. Frédéric Néron, donc, a mentionné Loop, effectivement, qui revalorise en fait les fruits et légumes invendus ou rejetés chaque jour pour faire des jus frais. Puis il récupère même la pulpe, hein, les résidus de pulpe pour faire des biscuits pour chiens. Il y a d'autres personnes qui mentionnent, là, Sophie Bourdage dit Prana. Hein? Donc, Prana, Céline, tu les connais bien également. Marie-Christine Réaume qui parle de la savonnerie des diligences parce qu'il y a un souci de l'environnement de l'employé, de l'approvisionnement aussi. Émilie Lachance nous parle de l'épicerie La Réserve par chez moi, qui est une épicerie zéro déchet. Émilie, peux-tu nous dire de quel coin tu es? Ce serait intéressant de le savoir. Saguenay. Saguenay. Salut, Émilie. Oui. Super. Oui, vous voulez que j'en parle plus? Ben oui, vas-y, Émilie. Ah oui, ben c'est une épicerie, justement, la savonnerie La Diligence, ça en est des savons qu'on retrouve chez elle. Et puis, elle a démarré ça à Arvida, qui est entre Jonquière et Chicoutimi. Puis, je vais souvent là pour mes produits ménagers, produits vrac. Donc, elle ne joue pas sur la culpabilité, puis c'est ça qui est intéressant. Elle va plutôt jouer sur un geste à la fois, c'est bon. Donc, c'est très positif. Oui, c'est super important. Excuse-moi, Roxane. C'est super important ce que tu viens de dire, Émilie. Un geste à la fois, je pense que ça, c'est. Puis on le verra un peu plus tard. Là, je vais un peu plus vite dans ce que j'allais vous partager, mais c'est hyper important parce que je crois que la clé, puis je pense que moi, c'est comme ça qu'on a réussi, c'est que quand on parle d'un modèle d'affaires durable, on ne peut pas s'attaquer à tout en même temps. C'est super important de comprendre d'abord par où on commence, c'est quoi. Puis là, j'embarque sur ce que j'allais dire après, mais en effet, il ne faut pas se sentir, mon Dieu, je dois absolument répondre à tout. Non, il faut comprendre par où je peux commencer, c'est où que j'ai l'impact, puis j'y vais une étape à la fois, et j'y vais et je le fais sur le long terme. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas le voir dans 5 ans, il faut vraiment le voir dans hyper longtemps, votre modèle d'affaires. Ça marche. Ça, c'est vraiment intéressant de faire du pouce sur ce qu'Émilie a dit. Depuis, il y a eu plusieurs autres réponses. Céline, que je te partage. Myriam Bourg qui dit la conserverie mobile en Gaspésie qui récupère les légumes invendus des producteurs pour en faire des conserves. Donc un peu comme l'eau, puis ils récupèrent les fruits et légumes invendus, mais eux, pour faire des conserves. Carole Grenier, avant, je salue Carole. Nouveau Monde Graphite, elle nous a aussi partagé l'adresse. Elle dit c'est une mine de graphite qui met en place des solutions pour le durable. Nouveau Monde Graphique, et donc elle dit nmg.com là, pour ceux qui ont envie de visiter l'entreprise. Nancy Grégoire nous parle aussi de Loop, mais le jean Loop qui est fabriqué à Louisville dans la Mauricie. Valérie Danger nous parle de ED4S, une plateforme éducative en finances durables. Ça, c'est vraiment intéressant. Connais-tu ça, Céline? Non, je ne connaissais pas, mais c'est intéressant. Puis la finance, c'est un grand sujet, en effet, dans la durabilité. Donc, c'est intéressant. Puis il y a beaucoup de choses qui sont revenues aussi un peu sur un mode d'économie circulaire. Je pense que l'économie circulaire, c'est une des réponses d'un modèle d'affaires durable. Mais parfois, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais moi, je ne suis pas en économie circulaire ou je ne fais pas d'éco-conception ou je ne récupère pas quelque chose. Donc, est-ce que je peux le faire ?» Oui, parce que la durabilité, elle agit autant au point de vue de la gouvernance de notre entreprise, de l'impact qu'on a sur nos employés, l'environnement, la société et nos clients. Et donc, c'est vraiment à tous ces niveaux-là qu'il faut le penser. Et parfois, il y a des gens qui vont nous dire « Ah oui, mais de toute façon, vous êtes Bicorp parce que vous achetez local. » Donc, oui, le local est une partie de la durabilité. Mais c'est quoi l'impact qu'on a sur nos employés aussi? On parle de durabilité, vous voyez, et puis là, Valérie parlait de finances durables.
on a mis en place des formations, nous, à l'interne dans l'entreprise pour l'équipe sur la santé financière personnelle. Parce que aussi, ça passe par ça, la durabilité de comment des personnes, elles restent dans l'entreprise, comment elles gèrent leurs finances, comment elles grandissent en même temps dans leur vie personnelle et professionnelle. Et c'est une responsabilité d'entreprise, selon moi. Donc, il faut le voir vraiment, il faut tout voir plus loin que juste le bout de son nez, juste notre impact direct. Puis c'est ça qui est hyper important à comprendre, qui est parfois difficile parce qu'on ne sait pas par où y aller, mais c'est pour ça que c'est super important de discuter, d'avoir des ateliers comme ça ce matin, d'échanger sur des pratiques, puis après se rendre compte, moi, je peux avoir un impact sur cet aspect-là tout de suite dans mon entreprise, mais dans le long terme, je voudrais avoir un impact sur ça. Puis je vais me rendre là, mais je ne peux pas le faire tout de suite, mais c'est ça ma vision. Puis c'est ça qui te motive à tous les jours à te dire que tu peux le faire, ce modèle d'affaires. Très intéressant. Puis moi, j'ai accroché sur quelque chose. Tu parlais justement d'enseigner la santé financière aux employés, tout ça, les encourager. Puis là, on voit un peu le défi de la pénurie de main-d'œuvre, le recrutement, la marque employeur, c'est un peu compliqué. J'entends aussi que c'est une bonne façon de fidéliser ses employés, d'embarquer un peu dans ce mouvement-là. Oui, complètement. Ça permet justement ça leur donne un peu une raison différente de pourquoi je travaille. Tu sais, je veux dire, l'objet promotionnel, c'est pas forcément sexy pour tout le monde, on va se le dire, mais de comprendre que, en fait, ce que tu travailles à tous les jours pour une cause, une vision de la société. Moi, c'est un peu ça que j'essaye de transmettre à travers l'entreprise, une vision de qu'est-ce qu'on veut bâtir, comment on voit cet avenir-là. Donc, ça leur donne, puis là, je pense qu'eux pourraient mieux parler que moi de ça, là, mais je pense que ça leur donne un petit peu, ça les motive. Puis c'est pas tous les jours facile de se motiver pour aller au travail. Donc, tout le monde passe par plein d'étapes, puis la pandémie nous a montré aussi que ça a beaucoup affecté notre santé mentale à tous, autant beaucoup aussi les entrepreneurs. Donc, de se rattacher à cette vision lointaine, à ce pourquoi on fait ça, moi, c'est ça qui m'a réussi à passer à travers ça, de me dire, oui, le modèle d'affaires que je suis en train de monter, l'entreprise que je suis en train de monter, ce n'est pas juste pour demain matin, mais c'est parce que je la vois beaucoup plus loin. Quand je serai plus là, elle continuera de porter un message et de porter une vision de la société de demain. Je trouve ça très intéressant. Beaucoup de pérennité. Hein? Tu parles de pérennité, tu parles aussi du souci du bien-être des employés, tout ça, tous des thèmes très, très intéressants actuellement. J'aimerais retourner au clavardage parce qu'on a eu d'autres réponses depuis, puis j'aimerais faire intervenir peut-être certaines personnes. Mario Saucier, que je salue, a dit « Le restaurant La Maison Boire à Granby ». Mario, est-ce que tu as envie d'ouvrir ton micro et de nous en parler un peu plus? Désolé pour la caméra qui ne fonctionne pas depuis que je suis sur la plateforme Berconex. J'ai je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est un restaurant qui vise un zéro déchet en cuisine et ça, ce n'est pas nécessairement facile. Il vise aussi une autosuffisance au niveau des... Attendez, Mario, on ne l'entend plus. Je vais lui demander d'ouvrir son micro à nouveau. Ce ne sera pas très long. Ah, oui, voilà, Mario. Voilà. Bon, il y a Désolé. Un problème avec un autre intervenant. Donc, qui vise le zéro déchet en cuisine, mais une revalorisation s'il y en a des déchets. Ils fabriquent même leur propre vaisselle pour éviter d'en acheter. Fait que, ils ont leur jardin pour cultiver leurs légumes, leurs fines herbes, etc. Fait que je trouve que c'est une belle initiative dans un secteur qui n'est pas nécessairement, c'est pas là qu'on a le premier réflexe de penser au développement durable. Effectivement. Merci beaucoup, Mario, pour cette intervention. C'est très intéressant, Céline. En effet, puis le gaspillage alimentaire, je pense que c'est un des grands enjeux de la réflexion aussi dans le développement durable. On parlait de Loop, là, l'exemple que vous venez de donner. On peut penser aussi à Cookid, justement, tout ce qu'ils essayent de faire pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, il y a plein de... C'est un de nos gros enjeux, je pense, de société, cet aspect-là. Bon. Écoute, il y a plein d'autres explications là, dans le clavardage. On parle de Wilder et Arrière. Je ne sais pas si je le prononce de la bonne façon. Ah, merci. Justement, quand tu disais... Oui, c'est des amis. Donc, justement, quand tu disais tantôt Loop, les gâteries pour chiens qui font, c'est eux.
c'est celle-là. Ah, voilà. Bon, ceci explique cela. Mais... On parle de la transformerie pour les invendus des magasins. Oui. Donc, il y a aussi les mots passants. Valérie Gauthier qui récupère et reloue et revend des livres universitaires. Bref, il y en a plusieurs. Maintenant, est-ce que par hasard, on pourrait aller vers les premières étapes pour se lancer dans un modèle d'affaires durable, peut-être les musts à considérer? Par où on commence, Céline? Oui, ben, je vais repartager mon écran. Donc, hop, là, je vais vous le remettre en plein écran parce que c'est plus sympa. Donc, c'est ça. Donc, par où commencer? On en a parlé un petit peu tantôt quand je parlais d'aller étape par étape. La première chose à faire c'est vraiment de définir sa vision, de se questionner aussi, moi, je trouve, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je crée, vers où je m'en vais, c'est quoi ma vision un peu de justement tout cet aspect-là, de l'aspect environnemental, de l'aspect social, de l'aspect gouvernance d'entreprise, de l'aspect économique aussi, parce que c'est un aspect très important. On se rend compte, pour avoir un impact environnemental et social, ça prend aussi d'avoir de l'argent. Et puis, pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Donc, c'est un aspect très important quand on pense l'impact que a des grandes entreprises comme Coca-Cola sur notre monde ou Nestlé. Je veux dire, c'est des impacts. Ils ont des énormes impacts environnementaux et sociaux. C'est aussi des entreprises qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il faut pouvoir être profitable pour pouvoir réinjecter cet argent pour mener des projets environnementaux et sociaux. Puis c'est l'aspect qui est super important. C'est pour ça que je disais tout va à la même, au même niveau. Quand je parle d'analyser vos leviers d'action, puis là, on reparlait d'étape par étape. Nous, quand j'ai bâti Cotemont, au début, on achetait des produits de designers qu'on revendait pour les entreprises, tout ça. Au bout d'un moment, on a commencé à développer du produit, sauf que dans tous ces aspects-là, je n'avais pas vraiment de contrôle sur la matière première qui était utilisée. Est-ce que cette matière première, elle était certifiée, où elle était produite, comment elle était produite, par qui, comment elle pouvait c'était quoi sa fin de vie. Toutes ces questions-là, au début de l'entreprise, je ne les avais pas, mais je le savais. Je me disais, j'aimerais ça à un moment qu'on ait plus d'impact sur notre matière première. Donc, la première année, on n'a pas acheté de matière première, mais j'avais cet objectif-là. Donc là, la deuxième année, je me suis dit, OK, là, j'ai un peu plus de cash flow. Donc, avec ce cash flow-là, je vais prendre contrôle sur ma matière première, puis je vais voir c'est quoi la matière première que je peux acheter pour m'assurer que mon bois il soit certifié FSC, pour que mon feutre il soit fabriqué au Québec à partir de matériaux recyclés. Donc, vous voyez, donc ça, c'était mon deuxième objectif. Après, un des objectifs qu'on s'était mis et qu'on commence à travailler maintenant, donc ça fait 7 ans, là, mais qu'on commence à travailler maintenant, c'est que avec notre matière première qu'on achète, il y a parfois des déchets de production, il y a des rejets en production. Puis là, moi, j'ai dit à mes manufactures, je ne veux pas que vous jetez cette matière-là, mettez-les dans des boîtes, je vais trouver une solution à un moment donné sur qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc, dans l'atelier, il y a des cartons de certains qui sont là depuis qui datent de 3 ans, 3 ans de petits déchets là, que je ne sais pas quoi faire avec, mais il y a quelques mois, il y a une designer qui nous a approchés, puis là, qui reprend nos retailles de feutres, puis qui fait des produits avec. Donc, vous voyez, c'était comme une vision qu'on avait sur le long terme, mais je ne pouvais pas agir tout de suite, mais je me disais, OK, c'est pas grave, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps non plus de trouver une solution alternative, mais je sais que je m'en vais là. Donc, c'est toujours important d'analyser, en fait, sur notre modèle d'affaires, c'est où qu'il a un impact au point de vue environnemental et social, puis c'est où on peut agir. Nous, on pouvait directement agir sur qu'est-ce qu'on achète. Sur toutes les dépenses de Cotemont, il y a moins de 5% qui sont faits à l'extérieur du Québec. C'est énorme. Et là, je le sais que je peux agir directement là-dessus. Par contre, il y a des choses sur lesquelles c'est encore difficile d'agir. Justement, quand on parlait de matières premières, on n'achète pas toutes nos matières premières. Toutes nos matières premières ne sont pas éco-responsables. Là, on veut travailler, par exemple, sur le tote bag qui est en coton. Et là, on se dit, OK, on aimerait ça, le coton, on sait c'est quoi l'impact par rapport à l'eau. Donc, c'est quoi les alternatives de matériaux. Puis, vous voyez, c'est plein de réflexions qu'il faut avoir comme ça, mais de comprendre c'est où que j'ai les ressources puis les moyens d'agir.
puis j'y vais étape par étape. Mais pour ça, il faut aussi mobiliser son équipe. Donc, il faut identifier les différents chantiers qu'il y a, puis on ne peut pas tout faire en tant qu'entrepreneur. Donc, il faut amener les gens à comprendre, mais toi, c'est quoi qui t'intéresse? Tout le monde a des sensibilités différentes par rapport au développement durable. Il y en a, ça va être la nourriture, il y en a que ça va être l'achat local, il y en a, ça va être le CO2, whatever. Donc, c'est aussi important de le travailler en équipe. Nous, on a comme une espèce de grand tableau là, de comme, plein d'objectifs en développement durable qu'on peut voir sur comme... Il y a des trucs qu'on pourra jamais... En tout cas, qu'on ne peut pas faire maintenant, là, qu'on fera peut-être dans 20 ans, mais c'est quand même écrit là. Puis, chaque personne dans l'équipe doit le regarder puis dire, moi, cet aspect-là, ça m'intéresse. Puis moi, je vais mener cet objectif dans mon année pour intégrer ça. L'aspect de, justement, la santé, des formations, justement, plus au point de vue, on va appeler ça personnel, là, entre guillemets, c'était un des objectifs de développement durable. Donc ça a été mis en place. Il y a des objectifs, justement, de rendre accessible le vélo aux équipes. Donc là, j'ai un collègue qui a travaillé là-dessus. Puis il y en a des gros qui sont sur la gestion mettre un programme de gestion de matières résiduelles. Donc, puis toutes se mettent pas au même niveau. Il y avait aussi un objectif de feedback 360 dans l'équipe. J'ai une collègue qui l'a pris. Donc c'est ça qui est important. Puis de suivre cette évolution-là, je pense que ça permet aussi de rendre ça moins lourd sur les épaules de l'entrepreneur. Puis ça permet de se dire que c'est la seule façon de le monter, c'est de le monter en équipe. C'est pas vrai qu'on a les moyens puis qu'on est assez solide pour comme faire évoluer notre modèle d'affaires. Et en même temps, il faut faire des ventes, il faut gérer une équipe, il faut gérer des clients, il faut gérer des fournisseurs. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est très important de ça. Comme on le disait, ne pas s'attaquer à tout en même temps. C'est la clé, je pense, du succès. Et d'abord, il faut commencer par, de toute façon, toute cette analyse. Puis, je pense que je le mentionne après, mais de comprendre aussi, maintenant, avec, par exemple, Bicorp est un super bon outil pour savoir où on en est dans notre impact environnemental et social, mais aussi les objectifs de l'ONU sur, justement, c'est quoi ces objectifs-là, puis comment mon modèle d'affaires, il s'intègre là-dedans. Pour vous donner un exemple, nous, par exemple, les premiers objectifs auxquels on répond quand on regarde nos activités comme upfront, on répond à l'objectif 12 de consommation responsable, puis l'objectif, je pense, c'est le 8 de salaire équité, tout ça, d'emploi décent et tout. Ça, c'est les premiers objectifs qu'on sait que directement, notre modèle d'affaires, il impacte ça. Sauf que quand je regarde un peu plus profond dans ma chaîne d'approvisionnement, j'ai un impact sur l'eau, j'ai un impact sur la terre. Comment ça, je l'intègre? Je ne peux pas encore intégrer mon impact sur l'eau parce que je ne sais pas comment j'achète mon coton. Oui, il est fait aux États-Unis. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des meilleures réglementations, mais je l'achète d'un distributeur. Je n'ai pas encore cet impact-là de comprendre l'impact de ma production par rapport aux ressources naturelles de l'eau. Mais je veux qu'on le comprenne et on ne pourra pas le comprendre demain matin. Mais c'est un objectif on va prendre un objet à la fois. On commence par nos meilleurs vendeurs. Comme je vous disais, le tote bag, on va essayer de l'analyser. Là, on fait beaucoup de R&D aussi à l'interne. On travaille sur tout l'aspect du stylo. Donc, on va lancer à l'hiver un stylo compostable, fait au Québec. Donc, ça aussi, c'est comme une autre réflexion. Donc, il faut y aller étape par étape, puis avoir conscience de où est-ce que mon impact, il est pas contrôlé. Finalement, ce n'est pas tant qu'il est négatif en tant que tel, là, on va pas utiliser des mots comme ça, mais qu'il n'est pas contrôlé, puis à un moment se dire, je vais m'attaquer à ça. Je le sais, j'en ai conscience, mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens pour le faire, mais je vais le faire plus tard. Puis ça permet de se dire, OK, je vais y arriver petit à petit. Fait que si je résume un petit peu, Céline, là, moi, ce que je retiens de ce que tu viens de nous expliquer, premièrement, faire des choix. Hein? Tu viens de le dire, on ne peut pas s'attaquer à tout en même temps. Il faut vraiment faire des choix, mais même si ces choix-là ne sont pas tout de suite, donc on regarde la vision puis on fait des pas pour y arriver. Donc, la technique des petits pas. Ensuite de ça, on implique notre équipe. Hein? On veut les mobiliser là-dedans, puis on se partage, en fait, des objectifs entre nous selon nos intérêts. Ça aussi, je retiens ça.
Tu as mentionné des choses que j'aimerais peut-être que tu vulgarises, peut-être que ce n'est pas tout le monde qui sait de quoi qu'on parle. Quand tu parles notamment de Feedback 360 puis de B Corp, peux-tu nous expliquer un petit peu plus? Oui. Alors, le feedback 360, ça, c'est une de mes collègues qui était super intéressée à ça, de ne pas avoir juste le feedback de Cindy ou moi, là, qui sont comme les associés, mais d'avoir aussi du feedback de ses collègues sur son travail. Donc là, elle a comme beaucoup lu là-dessus, puis elle a monté finalement un sondage qu'à chaque évaluation, tout le monde remplit ce sondage-là par rapport à comment tu travailles en équipe. En fait, c'est un feedback positif dans le sens où tu notes un peu le travail en équipe, ta communication, comment tu réagis par rapport à des comment on appelle ça, j'ai perdu mon mot, mais comment tu réagis à des choses qui sont pas, à des imprévus, voilà. Puis, justement, par rapport à ça, après, c'est de dire, de donner du feedback sur si tu devais travailler un point, ça serait lequel, tu vois. Donc, là, on a commencé à le mettre en place depuis septembre. Puis, tout le monde adore parce que, justement, ça les permet de grandir aussi professionnellement et humainement dans l'équipe. Donc, ça, c'est le feedback 360. B Corp, c'est une certification sociale, environnementale, de gouvernance. C'est une certification qui vient des États-Unis à la base, qui a été créée il y a peut-être 15 ans maintenant, je pense. Qui vient en fait, c'est comme un audit social un peu sur notre entreprise, qui vient certifier que notre impact sur notre gouvernance, nos employés, nos clients, nos fournisseurs et la communauté est positif. Puis, B Corp, en fait, c'est la certification, puis c'est le B-Lab, c'est un organisme à but non lucratif qui émet la certification. Mais le plus important de la certification B Corp, c'est qu'en fait, ça vient, il faut intégrer dans notre livre des minutes un article de loi qui dit que le but de l'entreprise n'est pas d'abord l'enrichissement personnel des actionnaires, mais le réinvestissement pour avoir un impact environnemental et social. Et donc, c'est ça qui est super important à comprendre, c'est que par rapport à une incorporation traditionnelle, l'objectif, c'est les actionnaires. Donc, si à un jour, il y a quelqu'un qui trouve qu'il n'a pas eu assez de dividendes, il peut porter plainte contre l'entreprise. Quand tu es B Corp, tu ne peux pas parce que légalement, tu es protégé. Aux États-Unis, c'est un statut 1-1. Au Canada, il faut juste ajouter un petit texte dans notre incorporation. Mais la certification B Corp, moi, je l'ai faite dès le début parce que justement, j'avais peur de me dire si j'ai besoin d'investisseurs, je ne veux pas qu'on me dicte comment faire puis que ce soit son enrichissement avant l'impact de l'entreprise et tout ça. Donc, je l'ai fait en 2016. On l'a eu en 2016. Puis maintenant, c'est tous les 3 ans. Avant, c'était tous les 2 ans. Puis là, on passe à travers notre 3e recertification en février. Et B Corp m'a donné les outils pour monter un modèle d'affaires durable parce qu'il m'a questionné sur l'impact que j'ai aujourd'hui. Puis quand je me suis certifiée, j'avais une employée. Aujourd'hui, on est 10 dans l'équipe. Donc, mais quand j'en avais une, je me suis questionnée, est-ce que je veux… Il me posait la question, est-ce qu'il y a du bénévolat dans l'entreprise? J'étais comme, non, il y avait juste une. Mais par contre, je me dis, OK, mais à un moment qu'on va grandir, j'aimerais ça qu'on puisse faire ça. Donc là, justement, ça m'a donné des outils pour comprendre qu'est-ce qui est mesuré. Puis la certification, elle évolue aussi avec le temps, elle évolue avec ce qui se passe dans la société. Donc, c'est un questionnement perpétuel. Puis au Québec, on est de plus en plus, ça grandit beaucoup cette communauté-là. Donc, c'est vraiment une communauté super intéressante. Puis s'il y en a qui s'intéressent à B Corp, ce que je vous conseille de regarder, c'est, je sais qu'avec la BDC puis Credo, normalement, il y a des ateliers pour justement nous aider à rentrer dans la certification. Donc, c'est ça c'est intéressant. Merci Céline. D'ailleurs, Sophie Bourdage nous partage le lien de la BDC par rapport à ça. Super. Merci Sophie. Donc, Céline, si tu veux, on va arrêter ton partage d'écran parce que là, on est rendu, on tombe dans une étape en fait un peu interactive avec les gens. On veut discuter. On va vous envoyer en sous-groupe de 5 personnes, jaser tout simplement de la question suivante. Demain matin, vous devez appliquer un modèle d'affaires durable à votre entreprise. Quels sont les défis, les obstacles auxquels vous allez faire face?
Donc, ce n'est pas une question facile, puis il peut en avoir beaucoup. Je pense que les discussions vont être effervescentes. Alors, on va vous envoyer la question donc, dans le clavardage. Voilà, c'est fait. Donc, vous devez appliquer ce modèle-là. C'est quoi vos défis? C'est quoi vos obstacles? Donc, je vais inviter mes collègues à la technique à lancer les sous-groupes. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués là, à partir en sous-groupe, ça va se faire tout doucement. Laissez-vous guider. Ça va prendre quelques secondes. Vous allez être redirigé vers votre salle et je vous souhaite de bonnes discussions. Essayez de prendre des notes parce qu'après, on veut vous entendre sur vos échanges. Vous pouvez identifier peut-être un porte-parole dans votre groupe qui va résumer tout ça par la suite et on vous envoie pour une 12aine de minutes. Alors voilà, je laisse mes collègues vous envoyer. Bon, ça sera... Donc, ça ne sera pas long. Tout le monde est en train de revenir. Je ne sais pas si on a perdu des gens entre-temps. Je crois que oui. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont encore avec nous, on est contents. Pour les autres, ils vont manquer la suite. Est-ce que Céline est arrivée? Céline? Oui, je suis là. Ah, voilà, je viens de te voir sur mon écran. Parfait, je te déplace à côté de moi. À la gang de personnes, des fois, on se cherche un peu sur l'écran. Alors, j'espère que vos échanges ont été fructueux. J'espère que vous avez des choses à partager avec nous. Céline, peut-être pour partir le bal, c'était dans un groupe. Est-ce que tu as envie de revenir sur vos discussions? Oui, mais c'était intéressant. Nous, on a parlé, alors il y avait des personnes qui accompagnaient des entrepreneurs aussi, donc plus d'avoir le côté d'accompagnement, puis justement de parfois, il y a un manque de temps, parfois on a l'impression que c'est des ressources, c'est des défis financiers aussi. Puis il y avait aussi notre personne qui, elle, partait son entreprise, donc elle était au tout début, puis justement nous partageait un de ses enjeux parce qu'elle avait trouvé des étiquettes à faire écologiques et tout, mais il fallait en acheter 13 000 unités pour les faire. Donc là, tu es comme pris quand tu commences, tu ne peux pas acheter comme autant, même si c'est le choix le plus écolo. Puis justement, ce que je lui disais, c'est que parfois, on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas tout de suite faire. Nous, on ne pouvait pas tout de suite acheter de la matière première parce que justement, quand on a commencé, on n'avait pas de cash flow. Je ne savais pas si j'allais vendre tant de pochettes ou whatever. Par contre, je le savais qu'on voulait atteindre ça. Donc, c'est un peu ça que je disais. Je dis, tu sais, aujourd'hui, peut-être que tes étiquettes, tu sais, il y a un fournisseur à Montréal qui fait des étiquettes là, et que tu peux en acheter juste 100. Peut-être qu'aujourd'hui, ton choix, c'est celui-là pour commencer, pour voir, pour tester ton modèle d'affaires, pour tester ton produit, pour voir comment ça prend. Mais tu te notes que tu sais que tu veux atteindre cet objectif-là. Puis tu ne vas peut-être pas l'atteindre tout de suite, puis ce n'est pas grave, mais tu te le notes pour après. Nous, quand on a acheté, au début, on faisait des pochettes d'ordi en feutre. Notre feutre, il était fait en Alberta. Je ne sais absolument pas comment il était fait, etc. Je pense que c'était complètement du polyester, en tout cas. Mais sauf que je n'avais pas les moyens d'acheter du feutre en grande quantité. Donc, je faisais des pochettes. J'étais comme, on va tester le produit. OK, bon, la matière, elle est faite au Canada. C'est moins pire. On l'achète d'un distributeur à Montréal. OK, elle est fabriquée ensuite ici, tout ça. Puis à un moment, le produit a commencé à marcher. Puis là, j'ai commencé à me renseigner. OK, mais qui fait du feutre au Québec? Puis là, on a trouvé un manufacturier de feutre qui fait son feutre au Québec à partir de polyester recyclé et de laine recyclée. Puis, sauf que lui, normalement, il faut acheter 54 rouleaux de genre, je ne sais combien de mètres. C'est genre $50 000. Sauf que là, j'ai réussi à négocier de rentrer dans une production. Donc là, moi, je peux acheter un peu moins de rouleaux, mais ça fait que quand même, quand j'achète mes rouleaux, c'est $8 000 qui sortent. Mais je ne pouvais pas faire ça quand je commençais l'entreprise. Donc, mais il y avait l'objectif d'y aller. Donc, je pense que c'est aussi comme ça parfois de se dire, OK, là, je peux avoir un impact sur ma pochette, elle est fabriquée au Québec. J'ai ma manufacture qui va prendre la matière, qui va le coudre. Non. Je n'ai pas encore le levier pour acheter ma matière première, mais ça s'en vient. Mon premier impact, il est sur le lieu de fabrication. Mon deuxième impact, il sera sur ma matière première. Puis, ça a pris 3 ans avant qu'on puisse acheter notre matière première. C'est correct.
Donc, il faut être réaliste avec notre réalité du moment, pas perdre espoir, justement, on fait des gains un petit peu à la fois, puis de se féliciter de ça. Et je vois aussi de prendre l'initiative de peut-être appeler des fournisseurs qu'au départ, on voit juste l'information passer, puis on se rend compte, c'est inaccessible pour moi, mais peut-être d'aller justement les appeler, ces gens-là, de communiquer avec eux, puis ils ont peut-être d'autres propositions à nous faire, donc de ne pas avoir peur d'essayer ça aussi, là. Puis de combiner aussi parfois des achats avec d'autres entrepreneurs. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'un autre truc, puis qui ont besoin du même produit que toi, mais qui n'ont pas non plus comme le levier pour acheter la quantité minimum. Mais peut-être qu'à plusieurs, tu peux le faire. Puis à un moment, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense qu'il faut se noter par contre ces objectifs-là. Il faut se les écrire, puis s'y tenir, puis dire je veux atteindre ça. Ça arrive dans un an, tant mieux, c'est que ça a bien marché. Ça arrive dans 3 ans, c'est correct aussi. Parce que l'objectif de l'entreprise, il n'est pas juste dans 5 ans puis terminé. L'objectif, il est vachement plus loin. Oui, puis tu l'as dit plusieurs fois, je pense que c'est vraiment important. Carole Grenier, via le clavardage, nous parle de conscientisation. Hein? On est rendu là dans la société, je pense, d'échanger, de se conscientiser entre nous puis de trouver des solutions. Mais Carole, j'ai envie de t'entendre sur ce que vous avez discuté dans votre groupe sur les défis, les obstacles de mettre en place un modèle d'affaires durable. Alors, nous, dans notre équipe, on était 3. Il y en avait peut-être une 4e personne qui n'a pas pu se connecter, là. Alors, ce qui est ressorti, il y a 2 choses. La première, c'est vraiment la conscientisation. Disons qu'on est un entrepreneur, puis on offre des services à un groupe. Alors là, j'avais Joanie dans mon groupe qui offre des services de traiteur, puis moi, j'offre des services. Ce que je veux faire prochainement, c'est un groupe de discussion en restaurant, quand ça va être permis, là, vraiment, qu'on va être à l'aise avec ça. Alors, ce qui est ressorti, c'est que même si on a une approche durable, puis qu'on veut que les gens qui prennent nos services aient aussi cette approche-là, on doit les conscientiser. Et ça ne veut pas dire que les gens vont adhérer à ce qu'on demande. Okay? Fait que c'est le libre choix là, qui rentre en ligne de compte. Puis ce qui est ressorti aussi, que Joanie, elle a mentionné, c'est que il peut arriver plein d'idées pour le côté durable. Mais si on ne les note pas, l'idée passe, puis elle revient, elle passe, elle revient, elle passe. Mais si on ne le note pas, comme disait Céline, il faut les noter pour pouvoir, après ça, mettre en place quelque chose pour arriver à cet objectif-là. Fait que c'est ça qui est ressorti. Merci. Merci, Carole. Céline, tu veux commenter? C'est super intéressant. Puis quand vous parlez de conscientisation, je pense que c'est un point clé parce qu'il ne faut pas que se sentir mal. Parfois, c'est un peu ça. Là. Il y a cet aspect de comme un peu pointer du doigt, je pense qu'il est très dangereux quand on vise cet impact-là. Et je pense qu'il faut questionner les gens autour de nous, mais toi, c'est quoi qui est important pour toi? Puis c'est un peu dans notre vie personnelle, c'est pareil. Hein. Il y en a qui vont se dire, moi, je ne veux plus manger de viande, okay? Parce que moi, c'est là que j'ai mon impact. C'est là-dessus que je veux avoir mon impact. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, moi, en fait, je ne veux plus acheter du Zara, H&M, tout ce genre de produits. Même dans notre vie personnelle, on ne peut pas tout faire. Donc, c'est de comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour nous, où est-ce qu'on veut avoir un impact, puis on l'intègre petit à petit autant dans notre vie personnelle que dans notre entreprise, puis se sentir à l'aise aussi de se dire, toi, c'est ça qui t'intéresse, toi, c'est plus ça, mais avec tous ces intérêts-là, comment on les met en commun, puis au bénéfice de notre modèle d'affaires. Puis je pense qu'en effet, c'est ça la clé, puis petit à petit, les gens vont s'y intéresser, puis vont aller vers ça, mais vont faire leur chemin pour y aller. J'aurais envie d'entendre d'autres gens sur vos échanges dans les salles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ressorti des défis, des obstacles? Je vois Myriam Bourque qui lève la main. Allez-y, Myriam. Bonjour, c'est ça, je peux poursuivre un peu. Là, c'est sûr que nous, une des choses qui est sortie aussi, c'était la conscientisation, oui, mais la mobilisation des employés et des employeurs. Un défi aussi, on se demandait, est-ce qu'aller vers une démarche de développement durable peut peut-être attirer des nouveaux clients ou des nouveaux employés? Par contre, les donneurs de contrats, je ne sais pas si c'est gelé.
On dirait que je ne vois plus personne bouger. Ah, bien, nous, on vous entend. Oui. OK, parfait. Je ne sais pas si... C'est ça. On se demandait parce que les donneurs de contrats, eux, n'ont pas encore intégré cette démarche-là de développement durable ou de donner des contrats à une entreprise qui aurait fait le virage. Donc, ça, c'est un gros défi aussi. On est encore là, dans la compétition au niveau du prix et non pas de la démarche durable. Sinon, moi, au niveau, exemple de la MRC, moi, j'accompagne les entreprises, puis on fait aussi du financement. Donc, le nouveau défi, c'est de comment mettre en application, on parle de plus en plus de financement durable. Donc, accompagner et financer des entreprises qui iraient vers une démarche de développement durable, mais comment on le met en application? Ça, c'est la grande question. C'est sûr qu'on peut y aller là, vers un taux d'intérêt, exemple, plus avantageux. C'est une des solutions. Après ça, offrir une aide technique ou une subvention, par exemple, à une entreprise là, qui irait dans une démarche comme ça. Mais après ça, comment on le mesure, ça, c'est un gros défi aussi. Puis, comment on incite les entrepreneurs, les entreprises à intégrer une démarche comme ça aussi. Plein de grandes questions. C'est super intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu amènes, Myriam, comme sujet. Il y a 2 points. En effet, on parle beaucoup d'achat local, mais on n'en est pas rendu là. Dans les grandes entreprises, dans nos institutions, c'est encore tout un travail sur des appels d'offres, que l'aspect de développement durable soit au même niveau que les autres aspects. Je pense que ça prend encore beaucoup de vulgarisation, beaucoup de discussion, beaucoup de il faut en parler, il faut être de plus en plus à en parler, puis à exiger aussi à faire un peu de lobbying là-dessus, malheureusement. Mais aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont plus le choix d'avoir des politique d'approvisionnement responsable. Il y a beaucoup de choses qui commencent à être plus mises out there sur la diversité des fournisseurs. Donc, je pense que ça aussi, c'est un aspect important. C'est encore beaucoup de travail, mais j'ose croire que petit à petit, on y arrive, on y avance, puis de plus en plus, on va l'atteindre. Je pense que c'est un travail commun qu'il faut faire. Par rapport au financement durable, je pense que ça serait super intéressant que tu regardes aussi Evol, en fait, Femmes et Sœurs qui est devenu Evol, parce que eux, maintenant, dans leurs critères d'analyse, intègrent les objectifs de développement durable. Et je pense que c'est une responsabilité autant des organismes qui financent, mais autant des accélérateurs et des incubateurs dans notre écosystème, quand ils analysent une entreprise, d'analyser son impact environnemental et social. Puis ça va être à la responsabilité de ces organismes-là. Puis il faut, si ces organismes ne se responsabilisent pas par rapport à ça, ben les entrepreneurs ne vont pas y répondre. Si on continue de juste regarder c'est quoi ton petit profit, puis est-ce que dans 2 ans, tu rentres en bourse, ben non, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Donc, il y a du travail à faire là-dessus, puis plus certains organismes vont prendre le lead là-dessus, sur leur positionnement, ben, ça va permettre que les autres suivent le pas. C'est sûr qu'il faut des outils, c'est comme un changement aussi, mais il va falloir aller, en tout cas, c'est mon opinion, il va falloir aller vers ça. Merci Céline. On a quelques interventions aussi via le clavardage. On a Frédéric Néron qui dit « Les défis dans le saisonnier, c'est de trouver des moyens pour offrir une qualité de travail à l'année pour certains employés. » C'est vrai. Est-ce que Frédéric, tu as envie de compléter ta remarque via le clavardage? Je ne te vois pas. Oui, bon. J'ai un peu perdu la voix ce matin, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où elle est partie. Mais c'est ça, nous, on a une entreprise saisonnière dans le domaine de la pêche, de la transformation des produits marins. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a certains employés, il y a un gros roulement d'employés nécessairement, mais on a un noyau d'employés qui reste avec nous à chaque année. Puis là, notre défi, nous, c'est d'essayer de trouver un moyen de leur offrir un emploi sur une plus longue période pour éventuellement peut-être avoir des emplois à l'année. Peut-être revoir un peu le modèle d'affaires, développer des marchés un peu différents, trouver comment justement intégrer ça peut-être pas pour tous les employés, mais pour un noyau d'employés.
Merci, Frédéric. Ça me fait penser, Frédéric, dans ce que tu dis aussi de trouver un emploi sur l'année. Est-ce que peut-être ces gens-là ont peut-être aussi une idée par rapport à qu'est-ce qu'ils voudraient faire le reste de l'année, puis comment justement, en partant d'eux, ça peut te donner des idées sur l'évolution de ton modèle par rapport à leurs intérêts aussi. Donc, comme ça, tu les gardes aussi parce qu'ils sont intégrés dans leur évolution de carrière. C'est quelque chose aussi qu'on fait là, à l'interne. Quand tu es une petite entreprise, tu as cette flexibilité-là. Comme quand tu crées des emplois, on a créé un emploi en juin. Puis, ça devait prendre certaines tâches d'une de mes collègues, puis certaines tâches de l'autre. Puis, on les a assis ensemble. Puis, on était comme, OK, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous plaît le moins? Comment vous voyez ça? Puis, c'est eux qui l'ont défini, ce poste-là qu'on a ouvert finalement. Donc, c'est intéressant de les intégrer aussi là-dedans parce que ça leur donne un certain lead, une certaine... ils se sentent considérés, ils se sentent pris en compte. Puis, eux, ça leur permet de se développer comme ils veulent aussi dans l'entreprise. Céline, on a aussi Marie-Christine Réon dans le clavardage qui dit, elle reparle en fait là, de financement durable. Elle dit que c'est un défi à la SADC des Laurentides. Il y a quelqu'un qui propose le fonds Eco-Leader, même si c'est quand même limité à certains aspects. Donc il y a des choses là, qui existent. D'ailleurs, ton prochain segment, c'est de nous parler des trucs et astuces pour aller plus loin justement dans l'aspect financier, les organismes de soutien, les subventions. Puis ensuite, il y aura une période de questions. Donc, vous pouvez déjà commencer à intégrer vos questions au clavardage, puis Céline pourra y répondre. Parfait. Donc, je repars en partage d'écran. Hop. Donc, en effet, on parlait de l'aspect financier. J'ai un peu parlé de Evol. Il y a aussi, je sais que la BDC regarde ces aspects-là aussi sur l'aspect environnemental et social, parce que la BDC est certifiée B Corp. Donc, c'est un aspect important. Dans j'ai mis le fonds Eco-Leader justement parce que ce qui est intéressant du fonds Eco-Leader, je sais qu'en ce moment, on est remboursé à 75%. Puis, il y a des entreprises qui peuvent aider. Alors, il y a Credo et la boîte à PAC qui peuvent aider à aller vers la certification B Corp. Puis, leur temps, justement, est remboursé par le fonds Eco-Leader. C'est ce que j'ai compris. Je pense à revérifier, mais c'est ça que j'avais compris parce que je pense qu'il y en a certains qui le font. Si vous les suivez, ces deux entreprises sur LinkedIn, ou même leur site Internet, vous allez pouvoir voir ça. Donc, après, dans B Corp, je pense que c'est intéressant aussi de regarder... en fait, vous pouvez faire un mini questionnaire de B Corp sur le B Impact Assessment. Il est normalement en français et en anglais. Ça a été traduit il n'y a pas si longtemps. Puis là, vous pouvez faire vous pouvez remplir rapidement le questionnaire pour savoir à peu près où vous vous situez, puis ce serait quoi vos grands chantiers. Donc ça, c'est intéressant. Puis, je pense que les objectifs de développement durable de l'ONU sont super pertinents pour un peu se questionner un peu plus loin, comme je disais, sur notre impact premier, mais nos impacts aussi en dessous de notre chaîne d'approvisionnement ou notre chaîne de production. Puis, le meilleur truc, c'est de discuter avec d'autres entrepreneurs, c'est d'échanger, c'est d'avoir c'est pour ça que je pense que l'espace de questions après va être super pertinent parce que moi, je vous ai partagé aujourd'hui de mon expérience dans mon industrie, qui est l'industrie de l'objet promotionnel, qui est beaucoup plus sur comme le design, sur les manufactures, sur l'aspect l'impact d'un produit. Mais il y a tellement d'autres industries qui peuvent avoir aussi d'autres enjeux par rapport ou d'autres façons de le monter en fonction de l'industrie dans laquelle on est. Donc, c'est d'échanger avec d'autres entreprises. Puis, B Corp, c'est une communauté au Québec qui aussi grandit. Je pense qu'on est rendu à plus de 30 entreprises. Maintenant, puis avant la pandémie, on avait des petits déjeuners. Je sais qu'ils font encore des activités peut-être plus en virtuel, mais c'est aussi des façons d'échanger sur des meilleures pratiques, de se questionner, puis de s'échanger des outils aussi, parce qu'en effet, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut mener seul, c'est quelque chose qu'il va falloir mener plein d'entreprises ensemble, plein d'entrepreneurs ensemble, plein d'organismes, incubateurs, accélérateurs, tout le monde ensemble. C'est la seule façon, je pense, qu'on arrivera à avoir une économie plus durable.
Merci. Donc, c'est ça. J'avais envie de te demander, tu parles d'une communauté Bicorp au Québec qui est de plus en plus grande. Est-ce qu'il y a une façon de rejoindre cette communauté-là? Comment ça marche? Bicorp Québec, je crois. OK. Parfait. Ou sur la page Facebook, il y a une page Facebook aussi où on peut comme interagir avec les gens qui sont bénévoles et qui s'occupent de la communauté. Je pense. Parfait. On essaiera de trouver l'information puis vous l'ajoutez au courriel que vous recevrez demain. Je vais me prendre une note là-dessus parce que je pense que ça peut être bien important et intéressant pour les gens qui nous écoutent. On serait rendu à notre période de questions. Alors, via le clavardage ou en levant la main, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Donc, on est là jusqu'à presque 11 heures avec vous pour répondre à vos questions. En attendant que des gens se manifestent, Céline, moi, j'en aurais pour toi. Et la question, ce serait si j'avais juste une action à faire. Là, je me lance j'ai envie là, de me lancer, de me transformer, d'évoluer vers un modèle d'affaires durable. Ce serait quoi la première ou la seule action à faire là, au départ? La première action à faire, OK, ça dépend si... Et c'est pas facile. Déjà en entreprise ou en... Je pense que la première action, c'est de comprendre, de mapper comme son modèle d'affaires, puis de comprendre il est où l'impact, il est où? C'est quoi l'impact de telle activité sur l'environnement, la société? C'est quoi l'impact? Puis d'avoir comme une overview de tout ça. Puis juste de le comprendre, de savoir il est où mon impact, qu'il soit positif ou négatif, peu importe. Mais ça, c'est la première étape pour avoir cette vision-là, puis après se dire, OK, là-dessus, je peux tout de suite agir. J'achète mes fournitures d'où? Tu sais, il y a des choses tellement simples dans l'achat qu'on fait. On parle d'achat local pour des consommateurs, là, mais en tant qu'entreprise, il est où mon achat local? De qui j'achète? Pour moi, c'est le plus simple. C'est celui qu'on a mené le premier, là, mais pour moi, c'est le plus simple de choisir j'achète à un tel ou à un tel. Lui, il est au Québec, lui, aux États-Unis. Je vais rajouter une couche de complexité là-dedans. Là. Tu parles beaucoup d'entreprises de produits. Si je suis une entreprise de services, à ce moment-là, ça serait quoi vers quoi tu t'en irais? Ben, tu sais, une entreprise de services, elle achète des choses aussi. Tu achètes... parfois, tu dois aussi, peut-être dans le service, nous, on est moins là-dedans, mais parfois, tu as peut-être des comment on appelle ça, des contractants, des gens en freelance que tu embauches, pour certains mandats peut-être que tu as besoin d'un designer graphique, tu as besoin d'un traducteur, tu as besoin... OK, mais ces gens-là, c'est quoi les conditions que tu leur donnes? C'est quoi le contrat que tu fais avec eux? Tu les trouves d'où? Est-ce que tu les trouves sur une plateforme parce que c'est vachement moins cher parce qu'ils sont tous en Inde? Ou est-ce que tu te prends celui qui est ton voisin puis qui est juste à côté puis avec qui tu peux parler entre 9 et 5 parce qu'en fait, il n'y a pas de décalage horaire puis tu sais que directement, tu vas avoir un impact sur lui puis peut-être que tu feras un peu moins d'argent, mais est-ce que tu as besoin de $100 de plus dans ton entreprise versus contribuer à ce que l'autre personne, elle grandisse aussi? Tu as bien répondu. C'est vraiment intéressant. Je m'en irai vers Sophie Bourdage qui a une question. Salut Sophie. Bonjour, je n'ai pas vraiment de question. Je continuerai sur ce que c'est super intéressant. Moi, je suis en train de faire des études en éco-conseil en plus, puis on a accès à une grille d'analyse de développement durable simplifiée. Puis justement, ça vient nous faire allumer sur quoi on peut avoir de l'impact. Ça fait qu'il y a l'onglet éthique, gouvernance, écologie, sociale, économique, culturelle, puis territoire. Là, ça, c'est la nouvelle version 2021. Puis Roxane, je pourrais te l'envoyer. Les enseignants nous ont permis de la partager à condition que les gens qui la regardent mentionnent d'où ça vient. Et eux, ils souhaitent recevoir des feedbacks là, pour voir. Et regardez, je vous dirais, là, allez voir presque chaque cellule a un petit commentaire pour vous aider à analyser. Là. Ça va vous faire allumer dans les pistes de bonification comment on peut avoir vraiment de l'impact sur des affaires qu'on n'allume pas quand on ne patauge pas là-dedans là, à longueur de journée. C'est vraiment généreux de ta part, Sophie. Puis j'ai déjà des gens en clavardage qui disent oui, s'il vous plaît. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. Céline, tu connaissais cet outil? Non, je ne connaissais pas l'outil, mais donc je suis super intéressée. Oui,
c'est une amélioration continue. Ouais. Hein. Cet aspect-là, c'est quelque chose. Et là, aujourd'hui, tu disais, Sophie, c'est 2021, mais en 2023, on aura d'autres enjeux. Et on ne sait pas vers quoi on s'en va. La pandémie, elle a créé plein de nouveaux enjeux qu'on ne connaissait peut-être pas forcément ou qu'on n'avait pas pris conscience, mais qui reviennent au top de la liste. Donc, je pense que c'est qu'il faut rester tout le temps ouvert à comment ça évolue, comment mon impact, il évolue, comment, quand je grandis, quand l'entreprise, elle croît, comment les choix que je fais, et je pense que l'aspect éthique dans tout ça est tellement fondamental. Puis c'est souvent un des grands enjeux. On aurait une question d'Alexandre Lépine qui dit j'aurais une question reliée au calcul d'émissions de gaz à effet de serre reliées aux activités d'entreprise. Est-ce qu'Alexandre, tu as envie d'ouvrir ton micro? Oui. Dans le fond, c'est que ma question est un petit peu plus longue là, pour mettre en contexte. Je suis une entreprise de distribution et d'installation de revêtements muraux décoratifs et il y a une grosse partie effectivement qui est reliée au détail. On a choisi des fournisseurs qui sont plus locaux, mais il y a également une autre grosse partie installation qui sont reliées au déplacement, au transport. Donc, le camion de travail émet quand même beaucoup de gaz à effet de serre. Et ça, c'est notre prochaine étape, dans le fond, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'offres présentement sur le marché pour ça. Là. Mais je voulais savoir s'il y avait un modèle de calcul qui existe pour savoir, relié à moi, mes activités d'entreprise, qu'est-ce que je génère comme gaz à effet de serre pour pouvoir quantifier les efforts. De dire, hey, on est rendu à le même principe qu'un thermomètre, là, on veut se rendre à temps de financement. Bon, ben là, je suis rendu, j'ai un objectif de réduire à 0, mais voici mon calcul, étant donné que si je trouve ça un peu difficile à pouvoir vraiment calculer mon impact. Puis c'est le fun de pouvoir se donner des petits « Ah, check, on est rendu là ». Céline, as-tu une réponse pour Alexandre? Parce qu'il y a aussi quelqu'un dans le clavardage qui suggère quelque chose par la suite. C'est ça que j'allais dire, mais je vois le clavardage en même temps. J'allais dire justement, Joanie a proposé quelque chose. Elle a fait affaire avec le LCL, Environnement à Granby, pour faire un rapport annuel de ma consommation et ainsi compenser en plantant des arbres annuellement. Moi, je n'ai pas d'outils il y a plein d'outils différents. J'ai toujours pas compris lequel était réellement véridique. Je sais qu'il y a des entreprises je vais essayer de la trouver en même temps. Il y a des entreprises qui aident à calculer ça, justement. Puis il y en a une à Québec qu'on m'a Québec Net Positif pour ils ont un programme qui s'appelle PME sobre en carbone. Je vais essayer de vous le copier en même temps que je vous parle dans le chat. Donc, il y a des outils. C'est vrai que c'est un grand enjeu. Souvent, on va aller vers de la compensation aussi pour comprendre nos émissions de CO2. C'est un truc qu'on regarde aussi parce qu'on aimerait ça que les camions qui livrent les produits soient électriques là, ou qu'il y ait moins d'impact, mais on n'en est pas rendu là. Mais si à un moment, ça peut-être devient une demande des clients et tout, on va pouvoir avoir ça. Mais je t'inviterai à regarder PME sobre en carbone. Peut-être qu'il y a des réponses pour toi là-dessus. Bon, Alexandre est dit en janvier. Donc, super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Céline. Donc, on est encore là pour quelques minutes. Bon, tantôt, on parlait peut-être, là, Céline, de marque employeur, justement. On parlait que ça a peut-être un avantage concurrentiel, en fait, là, au niveau du développement durable. Toi, comment tu te positionnes, justement, auprès du marché, pour ton recrutement et tout ça? Comment je pourrais me dire ça? Est-ce que ça fait bizarre de se positionner pour recruter? Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent à mauvais escient, en fait, pour recruter du monde, mais que ce n'est pas totalement véridique? Comprends-tu ma question? Tu sais, des gens qui, tu sais, du greenwashing, là, une fois que tu es rentré dans l'entreprise, tu le sais. Là, je veux dire, des pratiques. En général, les gens sont corrects quand ils se positionnent comme ça. C'est parce qu'ils sont vraiment dans ce cadre-là. Je ne saurais pas vraiment te répondre à ce.
Je réfléchis en même temps. Je pense que oui, il y a des entreprises. Tu sais, quand je regarde un peu ce qui se passe sur la communauté B Corp, il y en a beaucoup qui utilisent ça. Puis il y a eu des stats que B Corp a sorti, que les entreprises qui sont certifiées B Corp, je pense que la BDC a peut-être des stats là-dessus, qui ont plus de facilité à embaucher puis plus de rétention d'employés. Parce que c'est tellement au cœur profond de ton modèle d'affaires que tu peux pas changer de décision, parce que sinon tu perds ta certification. Donc, je pense que ça crée une culture d'entreprise quand même très bienveillante, avec des valeurs qui sont respectées. Mais après, oui, je pense que c'est un avantage sur le marché. En ce moment, on ne recrute pas, alors je ne sais pas, mais il faudrait peut-être, s'il y avait d'autres entreprises qui sont en recrutement puis qui ont peut-être un exemple que ça les a aidés, peut-être pourrait partager cet exemple-là. Oui, merci beaucoup. Puis comme tu dis, c'est une culture d'entreprise, donc c'est ancré chez vous. Alors, vous êtes fiers de vous positionner comme ça aussi, là. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a envie de lever la main pour une dernière. Il y a eu d'autres partages dans le clavardage d'outils. Donc, Émilie a partagé l'outil du CQDD, donc en lien avec la question d'Alexandre un petit peu plus tôt. Donc, Émilie, est-ce que tu avais envie de nous en parler de cet outil-là, ou des outils plutôt? Est-ce que tu nous as mis ça au pluriel? Ben, je connais pas les outils personnellement, mais l'organisme est chez nous. Je ne sais pas s'ils sont provinciaux, par exemple, mais ils sont à la tête de beaucoup d'organismes, PME durables aussi, qui ont du financement pour accompagner les entreprises qui font une démarche en développement durable. Puis ils ont sorti des outils de gestion, justement, là, des indicateurs, comme une grille d'analyse aussi sur qu'est-ce qu'on peut améliorer à l'interne, etc. Donc, je le partageais tout simplement, là, donc ça peut être utile à tout le monde. Merci beaucoup, Émilie. Puis, comme tu le disais, Céline, dans ta diapo sur les outils, le meilleur moyen, c'est réseauter avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont accès justement ou qui ont entendu parler d'outils. Donc, ça vous permet vraiment d'en savoir plus. On arrive donc à la fin de notre atelier D. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses, que vous avez plein d'idées à implanter demain dans votre entreprise. Demain, vous allez recevoir un courriel, en fait, avec les trucs partagés par Céline aujourd'hui. Et vous aurez aussi l'information parce qu'on va avoir la vidéo de cet enregistrement-là disponible dans la médiathèque de PearConnex tout au long du rendez-vous Réseau Mentorat, donc qui est accessible en rediffusion. Céline, j'aimerais ça te remercier infiniment pour ta présence ce matin avec nous. Je sais comment tu es débordée à l'approche des fêtes. Merci beaucoup. Merci, Roxane, pour l'invitation. Puis merci aussi à Caroline de Desjardins de m'avoir invitée là-dessus. Oui, tout à fait. Merci à Desjardins, notre partenaire des ateliers D. Ça fait quand même 2 ans qu'on fait les ateliers. Je pense qu'on est rendu à 7 ateliers, donc on est très, très contents de ce partenariat-là. Merci aussi à tous les participants. On vous a fait beaucoup participer ce matin. Sous-groupe Clavardage, vous avez été avec nous. C'était vraiment plaisant. Et là, dans quelques minutes, on aura une période, donc, réseautage, qui va se poursuivre avec le même lien Zoom. Donc, vous pouvez vous déconnecter pour une pause ou revenir en cliquant dans PearConnex sur l'activité réseautage. Donc, la question, ce sera quelle est la responsabilité sociale des entrepreneurs face à l'environnement en 2021? Donc, à 11h, c'est un rendez-vous ici même. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde ce matin. Puis, on se revoit dans quelques minutes. Oui, Roxane, je voudrais juste dire, si jamais il y en a qui veulent poursuivre la conversation ou comme avoir des questions plus pointues, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn puis comme m'envoyer un message. Ça me fera plaisir de continuer d'échanger. C'est vraiment généreux et je pense que tu auras beaucoup d'invitations LinkedIn, Céline. Merci. Bye. Bonne fin de journée. Merci à tous.